Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le podcast Cocoon Doré. Qui sont les professionnels autour des parents? Quelles sont leurs spécialités? Quelles sont leurs compétences? Qui puis-je consulter pour ma problématique, ma douleur, mes symptômes? Vous souhaitez avoir les réponses? Alors profitez de votre écoute. Je suis Michèle Mattei, fondatrice de la structure Cocoon Doré, dont l'activité principale est d'accompagner, d'aider les parents et futurs parents, notamment au niveau des tâches liées à la vie quotidienne, aide au repas, aide aux courses, accompagnement véhiculé par exemple. Je vous invite à découvrir toutes les prestations sur les sites internet www.cocoondoré.fr ou www.servicedoré.fr. Vous avez accès au questionnaire sur le site www.cocoondoré.fr pour transmettre vos questions destinées aux professionnels. Vous pouvez également suivre les actualités de la structure Cocoon Doré sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn. Merci à vous et bonne écoute. Bonjour Véronique. Bonjour. Je suis avec Véronique Gueide, gynéco-obstétricienne et directrice du centre de santé Les Lucioles. On va commencer déjà par parler un peu du centre. Voilà, si tu peux me présenter en quelques mots le centre et à quoi il sert. Alors en fait, j'ai eu l'idée de monter un centre au début pour optimiser la prise en charge des femmes et des enfants. Donc, D'accord. c'est un projet qui a germé il y a pas mal d'années, qui a été relativement compliqué à monter pour trouver surtout les locaux. Et puis en fait, bon, à force de persévérance et en réunissant une belle équipe, on a pu ouvrir et on a ouvert le centre en janvier 2017. Voilà, donc il y a différents professionnels, certains qui travaillent à temps complet, d'autres qui travaillent à temps partiel. Et l'idée, c'est de pouvoir proposer et du soin en travaillant en concertation, mais aussi des prestations autres que le soin, d'accompagnement, des ateliers, des groupes de parole, des conférences. Voilà, donc on a des espaces pour et c'est ça qui est intéressant. Autour de la maman, mais aussi du parent, des parents. Des parents, voilà. Après, on élargit, voilà, Mm. éventuellement à d'autres choses. Mais je veux dire, la base du projet, c'était la famille, voilà, la femme, l'enfant, D'accord. les parents, la parentalité. Alors maintenant, on va parler un peu de toi. Est-ce que tu peux me raconter un peu ton parcours? Comment t'en es arrivé à devenir gynécologue? Moi, j'ai toujours été attirée par tout ce qui était autour de la maternité, à tel Mhm. point que j'ai hésité au tout début entre le métier de sage-femme Oui. et de gynécologue. Finalement, j'ai opté pour la médecine, avec l'idée, voilà, de pouvoir vraiment faire de l'obstétrique, de la gynécologie obstétrique. À mon époque, il y avait que les gynécologues obstétriciens. Depuis, ils ont remis la spécialité de gynécologie médicale. Mhm. Et donc, en fait, quand on est gynécologue obstétricien, on fait un peu de tout au départ dans la formation, c'est-à-dire aussi bien de la chirurgie que de l'obstétrique, que de la gynécologie médicale. Voilà, donc c'est assez vaste. Et puis après, bah, comme toutes c'est des professions qui sont très voilà, on touche un peu à beaucoup de choses, mais après, quand on s'installe, on peut un peu se surspécialiser. Il y en a qui restent très polyvalents, et puis il y en a d'autres qui vont choisir de faire que de la chirurgie ou que de la cancérologie. Parce que dans la gynécologie, il y a obstétrique, ça veut dire qui est en rapport avec la grossesse L'accouchement, et oui. l'accouchement. Mm. Donc effectivement, dans ma formation, j'ai fait les accouchements, les césariennes, voilà, donc toute D'accord. l'obstétrique, à la fois le suivi, à la fois les accouchements. Ok. Donc, et après, les médecins qui font ça peuvent, soit ils restent à l'hôpital, donc ils continuent à faire des accouchements, par exemple, sur l'hôpital, ou alors d'autres qui s'installent en libéral peuvent, s'ils le souhaitent, continuer à faire des accouchements dans les cliniques. Après, c'est quand même très, très compliqué, très contraignant au niveau de l'organisation. Donc, il y en a qui continuent à le faire comme ça, puis il y en a d'autres qui travaillent un petit peu en petits groupes, Mhm. en mutualisant les patientes. J'étais à l'hôpital Voilà. au début. Au début, j'étais à Donc, l'hôpital. J'ai fait ma formation à l'hôpital à Nice, à l'hôpital de l'Archer. mhm. Et puis après, donc moi, je me suis installée en 2002, donc en libéral. Et effectivement, à partir du moment où je me suis installée, j'ai arrêté de faire les accouchements et les D'accord. opérations et la chirurgie. Donc aujourd'hui, Voilà. tu ne suis plus les patients Alors, jusqu'à l'accouchement. en fait, je les suis, voilà, jusqu'à ce que la maternité prenne le relais. Et en général, les patientes vont faire les 2 derniers rendez-vous, 8e et 9e mois sur la maternité. Ok. Hein, Et c'est tu ça. les revois ensuite, Et je les après revois ensuite l'accouchement. après l'accouchement. Combien de temps d'études? Alors, après le bac, il y a déjà ce qu'on appelle l'externat. Donc ça, Mhm. c'est 6 ans d'études. Ensuite, après, il y a la spécialisation donc, de gynécologie obstétrique. Donc ça, c'est comme toutes les spécialités chirurgicales, c'est 5 ans. Bon, je crois qu'ils veulent augmenter encore un peu, mais à Mhm. l'époque, c'était 5 ans. Et après, on rajoute encore 2 ans de ce qu'on appelle de clinica. Donc, Pas mal.
Voire moi, comme j'ai fait mes enfants au milieu, Oui. j'ai fait même un internat, au lieu de 5 ans, je l'ai fait en 6 ans et demi. Ah oui. Voilà, et puis j'ai rajouté encore 6 mois de plus à l'hôpital. Donc, Wow. j'ai fait une formation qui était assez longue. Alors, en quoi consiste concrètement le rôle du coup d'une gynécologue obstétricienne? Alors après, donc il y a la partie gynécologie. Donc la Mhm. partie gynécologie, c'est tout le suivi de la femme. Donc ça va de la puberté jusqu'à la ménopause. À partir de quel âge j'allais te le Alors, demander? en fait, on voit, alors ça dépend, soit on voit les jeunes filles simples, en fait, il faut différencier le dépistage, voilà, où on commence à voir les femmes en général quand elles commencent à avoir des rapports, Mhm. ou alors on peut être amené à voir des fois des jeunes filles beaucoup plus jeunes, pour en particulier des problèmes de règles douloureuses, donc on peut des fois avoir des petites à partir de 10, 12 ans, voilà, quand c'est nécessaire. Mais en général, on commence à les voir plutôt à partir de 16, 17, 18 ans. Est-ce qu'on doit s'inquiéter quand justement à cet âge-là, 16, 15 ans, il y a des problèmes de règles mais très douloureuses? Ah oui, ça faut pas laisser passer. En général, quand il y a des douleurs de règles, si ça se solutionne pas avec simplement des médicaments contre la douleur, tu les anti-inflammatoires, là, il faut consulter et il faut trouver des solutions. Hmm. Et en général, dans la majorité des cas, on met ces jeunes filles sous pilule. Ah bon? Donc, ouais, D'accord. ouais, même des fois c'est jeune. Ok. Mais quand, à partir du moment où la puberté est installée, je veux dire, quand il n'y a pas d'amélioration avec simplement des médicaments simples qui Hmm. traitent la douleur, on ne doit pas laisser des jeunes filles pliées en deux, Parce que couchées dans nous, leur à lit. notre époque, c'était normal. En fait. C'est pour ça, les mentalités, heureusement, ont un peu Oui. changé. Voilà, on commence à dire que non, les règles peuvent être désagréables, mais elles doivent pas être douloureuses. Sans aller trop non plus dans les Mm. détails, c'est dû à quoi? Parce qu'on a tendance à avoir des règles douloureuses quand même, surtout au Alors, début. ça peut être légèrement désagréable, on va dire un petit peu, parce Ouais. qu'il y a le reflux du sang par les trompes qui arrive un peu dans le ventre. Mais quand ça devient franchement douloureux, Hmm. c'est dans la majorité des cas, c'est parce que souvent c'est lié à de l'endométriose, qui est pas Ok. forcément importante, parce qu'il n'y a pas de corrélation entre l'importance des lésions et l'importance des douleurs. Mais la plupart du temps, c'est lié à ça. Ah, est-ce que, Oui. pardon, mais juste nous expliquer l'endométriose du coup? Alors, en fait, l'endométriose, c'est le fait qu'il y ait des petites cellules qui initialement appartiennent à l'endomètre. L'endomètre étant la petite couche qui est à l'intérieur de l'utérus, Mhm. qui s'épaissit avec le cycle et qui s'élimine au moment des règles. Ces petites cellules, en général, en passant par le biais des trompes, au lieu d'être éliminées quand elles sont arrivées dans le ventre, se sont greffées, sont accrochées. Et donc, D'accord. ça forme des petits paquets de cellules qui peuvent être toutes petites, de la taille d'une tête d'épingle, d'où la difficulté des fois de les voir sticker. Et ces petits paquets de cellules vont réagir aux variations d'hormones comme le fait l'utérus et donc saigner au moment des règles, qui du coup va créer de la douleur, de l'inflammation et donc tout ce qui va, voilà. Est-ce que ça peut avoir des conséquences graves après au niveau de l'accouchement ou de la grossesse ou je sais pas? Non, D'accord. voilà. Hmm. Ça peut parfois avoir un effet sur la fertilité, mais pas systématiquement du tout. Et Hmm. la majorité des patientes qui ont endométriose arrivent sans problème à avoir des bébés. Excuse-moi, je t'ai coupé, enfin, je t'ai Donc posé plein oui, de on est questions, parti, on a dévié, mais par rapport au voilà, rôle. juste voilà, commence à suivre les jeunes filles, donc voilà, que ça soit pour la contraception, pour les dépistages simples, frottis et Mhm. mammographie, pour tout ce qui est la prise en charge de la ménopause, les douleurs justement, tout ce qui est des petites pathologies infectieuses, alors que ce soit des choses plus graves ou moins graves, tout simplement style mycose ou autre. Voilà, donc ça, c'est le dépistage et le soin. Ça, c'est la gynécologie. Ok. Voilà. Et après, l'obstétrique, là, c'est la prise en charge des grossesses. Hmm. Voilà, donc que ça soit le suivi de la grossesse ou donc l'accouchement qu'on fait que si on est attaché à un hôpital. Alors du coup, tu suis la femme jusqu'au bout en fait, Oui, c'est ça. Ouais. peu importe Mmh. l'âge, même C'est ça, après exactement. après la Tout à fait. ménopause. Et après, moi, je m'occupe aussi à côté de ça beaucoup d'infertilité. C'est-à-dire que ça fait partie de la gynécologie, si on veut. Oui, Hein, voilà. Donc d'accord. ça, mais ça, c'est une branche un petit peu particulière. Mhm. Et après, il y a des choses que certains gynécologues font que moi, je ne fais pas. Par exemple, toute la prise en charge de la cancérologie. Oui. Moi, je me contente de faire simplement les dépistages. Et après, j'oriente les patientes, que ce soit pour la chirurgie ou pour la prise en charge Au des niveau cancers. du cancer de Par exemple, l'utérus, cancer par du sein, exemple. cancer, voilà, Oui. plus fréquent un cancer du sein, mais sinon, Ouais. cancer du col, cancer de l'utérus, cancer des ovaires, voilà. Est-ce que tu trouves qu'il y a beaucoup plus de cas comme ça au fil des années On ou va dire que moins? les cancers du sein, oui, sont un peu en augmentation. Hmm. Probablement, voilà, il y a une histoire, il y a l'hygiène de vie, le Oui. tabagisme, voilà, tout ce qu'on Comment tu soutiens les parents pendant la grossesse? Ce que je pense, c'est déjà, d'une manière générale, pas que pour la grossesse, plus on est, à mon sens, plus on est informé, moins on est inquiet. Oui. Voilà, parce que ce qui fait peur, c'est l'inconnu.
Donc déjà, c'est la première chose, c'est de répondre au maximum aux questions. Heu, Après on a des fois des patientes, qui ont peur, par exemple, d'une fausse couche en début de grossesse. On peut être amené à les voir un petit peu plus que nécessaire sur le plan médical, hein, histoire de les rassurer. Mmh. Voilà, puis après, c'est à force de parler, éventuellement d'orienter, parce que moi je travaille pas toute seule, donc Oui. par exemple, quand il y a des vraies angoisses, on peut se faire aider des psychologues ou des sophrologues, ça peut être, utile. Il y a le gros rôle des sages-femmes, hein, avec les Mmh. cours de préparation qui sont démarrés, alors il y a un premier Ah, je entretien. travaille en lien aussi avec des sages-femmes On souvent. travaille en lien avec les D'accord. sages-femmes. Donc en fait, les sages-femmes, elles organisent, il y a un premier entretien qui est proposé pour les femmes enceintes vers le 4e mois, Mmh. ce qu'on appelle l'entretien prénatal précoce, qui permet donc c'est un entretien individuel ou avec le couple, qui permet d'aborder toutes les inquiétudes de la femme, Mmh. de dépister un peu ce qu'on appelle les terrains de vulnérabilité, hein, Voir un voilà, peu quand son il y a passif, voir un peu ce son qu'elle a. passif, voir un peu sa façon de est-ce qu'elle est entourée, dans quelles Mmh. conditions elle vit, voilà, est-ce qu'elle a des attentes particulières. Voilà, et ensuite les cours de préparation eux-mêmes, parce qu'il y en a au total, donc il y a 7 cours plus l'entretien Mmh. prénatal. Donc toutes les points de la grossesse, de l'accouchement vont être abordés par les sages-femmes. Et OK. c'est par ce biais-là souvent que ça permet de casser un petit peu toutes les peurs et voilà. Donc en même temps que les rendez-vous obligatoires avec la sage-femme, elle a des rendez-vous obligatoires aussi avec toi? Oui, voilà, il y a des voilà, donc il y a des choses alors, les sages-femmes peuvent, faire le suivi des grossesses normales. Mmh. Voilà, c'est les gynécologues qui font les suivis des grossesses pathologiques, mais les sages-femmes peuvent mais même si c'est par exemple les sages-femmes qui font les suivis des grossesses, c'est des consultations séparées. C'est-à-dire Oui. qu'il y a la consultation chaque mois de suivi de grossesse Mmh. et à côté de ça, il y a les cours de préparation. Et donc normalement, dans la majorité des cas, voilà, le fait d'avoir beaucoup d'informations, c'est pour ça qu'au tout début, quand ils ont commencé, dans les années, je sais peut-être 70 ou avant, je sais pas, on parlait des cours d'accouchement sans douleur. Tout simplement parce qu'en fait, le fait de connaître son corps, de connaître ce qui vous attend, ça diminue la peur et donc ça Oui, diminue la douleur. oui. Voilà. D'être Après, maintenant, on informée appelle plus de. ça comme ça, on appelle Mmh. ça les cours de préparation à la naissance et à la parentalité. C'est le cas, C'est ça. effectivement. Quand on est Voilà. informé, on arrive Bien moins sûr. stressé. Bien sûr. Mmh. C'est pour ça que c'est très important et je trouve que voilà, ces cours, même s'ils sont en fait, les cours de préparation ne sont pas obligatoires, Mmh. mais ils sont plus que recommandés et il faut les faire. D'accord. Et au niveau du postpartum, du coup, en quoi tu interviens, après l'accouchement? Alors il y a la visite postnatale qui se Mmh. fait en général, à peu près 1 mois et demi après la naissance. Donc on revoit Oui, les femmes, mais c'est vrai que c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai monté le centre au départ. Je trouvais qu'il y avait un trou entre la sortie de la c'est maternité ça. et ce moment où on voit nous les patientes et donc c'est là qu'interviennent justement les sages-femmes parce que même si on est disponible, des fois les patientes n'osent pas, nous Mmh. C'est solliciter, ça. voilà et en particulier si elles vont pas très bien et donc normalement, maintenant les sages-femmes peuvent passer voir les patientes à la À maison, domicile. à domicile après la naissance. Il y a même il y a une nouvelle consultation, bon, qui est un peu compliquée à mettre en place parce que, bizarrement, contrairement aux autres consultations, il y a pas de prise en charge à 100. C'est-à-dire que les Mmh. patientes doivent faire l'avance des frais et se faire rembourser après. Donc, bon, les sages-femmes, des fois, voilà, font plutôt du suivi simple, Mmh. voilà et profitent de ces consultations de suivi pour, voilà, voir les patientes parce que le but de ces nouvelles consultations, c'est justement de dépister, en particulier le baby blues, Oui. voilà, de pouvoir, Est-ce qu'on arrive à le voir aussitôt? oui, alors après, de temps en temps, les patients qui cachent bien leur jeu, on a un petit peu d'expérience, on arrive en général à dépister des Avant patientes les qui 6 vont, semaines de bien bébé, on sûr, arrive à il le faut voir? les voir avant parce Mmh. que le problème quand on voit, les patientes tard, c'est dommage en fait, en tout cas, on peut imaginer qu'on aurait pu les aider avant. Ouais. Mmh. Et du coup, en fait, elle a la consultation, donc la sage-femme qui se déplace à Mmh. domicile, elle vient également te voir? Après voilà, la Ouais. visite, voilà, postnatale. L'intérêt de la visite postnatale, c'est surtout aussi de reparler, contraception, par exemple. Normalement, ça a été abordé quand même à la maternité avant la Mmh. sortie, mais en tout cas d'en reparler, voilà, de reprendre un suivi. Tu en parlais un peu légèrement tout à l'heure, mais avec les avancées technologiques, que ça a pas mal influencé dans le domaine de la gynécologie? Quoi, au dépistage des pathologies ou quoi? Non, je pense des innovations, la péridurale, l'échographie. Échographie? Je vois. Ah c'est sûr que par exemple, le diagnostic prénatal par échographie, Mmh. bon ça a révolutionné quand même, le suivi Parce que c'est obstétrical. controversé quand même, Non, ceux non, qui sont ça très c'est physio, non, mais non, mais non? ça c'est D'accord. après bon, il y a comme
pas mal de choses, il y a beaucoup de bêtises qui Oui. circulent. Bien savoir que l'échographie ne présente aucun risque. C'est du son en fait l'échographie. Mm. Donc c'est comme si vous approchiez d'une Mm. enceinte, voilà, ou de la télé ou de ce que vous voulez. Mm. C'est Mm. uniquement du son. Bon, c'est des ultrasons certes, mais c'est du son. Mm. Donc il y a zéro risque à faire des échographies. On peut en faire L'échographie, 3D, tout ça. 2D, 3D. Ouais. Ça, c'est l'histoire du 2D, 3D, c'est une histoire de logiciel. Bon, autant on peut imaginer que des radios, par exemple, des mammographies, des choses comme ça, elles sont absolument nécessaires, il faut les faire, voilà. Mais par exemple, ne pas faire des mammographies tous les 3 mois, ça serait Mm. stupide. Mais je Mm. veux dire, parce que là, ça représenterait un risque d'exposition aux rayons. Les échographies, il n'y a aucun risque. Après, ça reste non obligatoire, parce que les patientes, à un moment, leur choix, c'est voilà de voir ce qu'elles veulent faire de leur grossesse. Oui. Les échographies ne sont pas obligatoires. Une patiente qui voudrait pas du tout de dépistage des malformations, par Ouais. exemple, elle peut dire je ne veux pas d'échographie. Normalement, il y en a 3 qui sont C'est ça. faites, mais elles ne sont pas obligatoires. Donc, les seules choses qui sont obligatoires, bon, pendant un temps, c'était il y a longtemps, il fallait qu'on signe les feuilles par rapport aux allocations familiales. Et Oui. on avait, bon, maintenant ça se fait plus, mais je veux dire, avant, Mm. moi, quand j'ai commencé, les patientes avaient des petits Ah feuillets oui, qui montraient qu'elles avaient leur consultation mensuelle. c'est Et ça. en fait, ce qui était obligatoire, c'était une consultation dans les 3 premiers mois de la grossesse et après une consultation par mois. Mm. Avec après il y avait les prises de sang ou petite analyse d'urine, ça c'était les choses qui étaient obligatoires. Mm. Voilà. Et que ça soit les échographies, les cours de préparation, enfin tout ça c'est des choses proposées, mais c'est pas obligatoire. Après dans la pratique, on peut dire pratiquement 100% des patientes font les échographies. Bah oui, parce que Voilà. ça rassure, hein, Bah, dans bien tous les sûr, cas, on veut ça permet de voir où en rechercher est quand le même voilà des bébé. malformations, ça Mm. permet quand même voilà. Et c'est sûr que l'avènement de l'échographie c'est quand même très très intéressant. Oui. Et après la deuxième chose, c'est quand même aussi le dépistage des anomalies chromosomiques. En particulier par la prise de sang. C'est-à-dire, on fait maintenant beaucoup moins d'amyosynthèse. Mm. Donc ça, c'est quand même aussi une grosse avancée. Est-ce que tu interviens aussi sur tout le reste, c'est-à-dire l'allaitement, ou là, à ce moment-là, Là, c'est plus le rôle des tu sages-femmes. orientes? Ouais, Voilà. ça, c'est plus les Oui, alors sages-femmes. on peut nous Mm. donner quelques infos comme ça, mais c'est D'accord. vraiment, et d'ailleurs en général, elles font au moins un cours qui est dédié Ouais. à l'allaitement pendant voilà. Et d'ailleurs, bon, moi je suis formée un peu sur le tas, on va dire, mais c'est Ouais. vrai que dans nos études, on n'aborde pas tellement l'allaitement, par exemple. Oui, oui, mais Mm. même les sages-femmes, Mm. hein, apparemment, c'est sur le tas qu'elles Mm. développent ça. On finit juste la question des innovations. Mm. Du coup, on a parlé un peu des échos. Est-ce qu'il y a d'autres choses, peut-être Bah, moi, je nouvelles? disais, voilà, la Mm. prise de sang avec ce qu'on appelle le diagnostic, les diagnostics de dépistage Mhm. des anomalies chromosomiques, et maintenant ce qu'on appelle le dépistage prénatal non invasif. C'est-à-dire quand il y a D'accord. des anomalies, on fait maintenant une prise de sang pour rechercher de l'ADN fœtal et voir s'il n'y a pas, par exemple, tout ce qui est trisomie 13, 18, Ok. 21, ce qui remplace, sauf dans certains cas où on continue à faire des amyosynthèses, mais dans un bon nombre de cas, on ne fait plus les amyosynthèses. On ne fait plus comme il y a 20 ans ou plus, les amyosynthèses systématiquement pour les femmes de plus de 38 ans, par exemple. Parce que bon, l'amyosynthèse est quand même un geste invasif qui représente quand même un petit risque de fausse couche et qu'on ne fait plus quand c'est pas nécessaire. Donc ça, c'est à mon sens aussi une innovation assez importante. Donc là, tu pratiques plus d'accouchement aujourd'hui? Non. Je sais qu'il y a souvent des césariennes parce que accouchement en siège, est-ce que ça, c'est peut-être maintenant plus trop le cas? Alors, en général, ça dépend un petit peu où c'est fait, mais c'est vrai que souvent, bon, dans les hôpitaux, on a des critères bien particuliers Mm. pour imaginer que le bébé va passer sans problème. Ok. À la base, avant même de faire l'accouchement. C'est-à-dire qu'il faut que le bassin soit de bonne taille et que le bébé soit pas trop gros. Pas de pathologie qui contre-indique voilà, les efforts de poussée. Voilà. Si on a On tous les dépasse feux qui de... sont ouverts au départ, Ouais. si le travail se passe bien, on peut tout à fait accoucher par voie basse en Ok. siège. Est-ce que souvent les parents viennent te voir par rapport au choix lié à l'accouchement, on discute pas mal avec Bah, toi, tout ça? la majorité des patientes partent pas avec l'idée d'avoir une césarienne quand Non, même. mais alors du coup, je pensais plus à l'accouchement physio ou la péridurale. Il y a beaucoup de Alors ça, je parents pense que en c'est amont plus, qui viennent. mais je pense que c'est plus discuté avec les sages-femmes. J'ai pas tellement de Hmm, questions. En général, voilà, c'est souvent d'accord. abordé plutôt avec les sages-femmes au cours des cours de préparation. Ok. Mais il y a effectivement des patientes qui ont Qui s'inquiètent. cette idée, voilà, d'avoir un accouchement très physiologique. Moi, en soi, Hmm. je trouve que c'est très bien, à condition qu'on garde toute la sécurité nécessaire à un Et qu'on accouchement, soit préparé aussi, parce qu'on qu'on n'arrive soit pas comme ça préparé, avec. voilà, qu'on soit préparé, Hmm, mais qu'il y ait surtout une sécurité. Moi, je suis formellement contre, par exemple, les accouchements à domicile, parce que un accouchement, il y avait un professeur d'obstétrique qui disait, un accouchement, on peut dire s'est bien passé une fois qu'il est terminé. Et tant qu'il n'est pas terminé, il peut toujours y avoir quelque chose qui va pas, une hémorragie, voilà. Et des oui. fois, l'accouchement peut bien se passer, et il peut y avoir une hémorragie avec le placenta dans les suites.
Et Ouais. ça peut être catastrophique, hein. Et on voit quand on fait des accouchements, des fois on peut être amené à être obligé de faire une césarienne tout de suite, immédiatement, Mmh. parce que d'un coup le bébé va pas bien, Bah, son c'est cœur ça. ralentit, et si on est à côté d'une salle de césarienne, on peut sortir le bébé en 5 minutes, même pas. Oui. On va dire, moi, c'est ce que je faisais quand je faisais des césariennes. Alors que si la maman est à domicile, le temps que voilà, elle Mmh. arrive à la maternité, en général, Et qu'est-ce que tu penses des maisons de naissance, tout ça, plateau technique? bah, à partir du moment où il peut y avoir un accouchement rapide, Mmh. pour moi c'est bon. Mais il faut qu'il y ait D'accord. une possibilité, voilà. C'est toujours le problème, c'est que c'est sûr que la majorité des accouchements, enfin quand tout se présente bien au départ, dans la majorité des cas, ça se passe bien. Il peut toujours y avoir une Et oui, complication. et c'est là où Donc il faut ça se pouvoir complique si réagir on n'est pas à vite. côté, Voilà, c'est pour ça qu'il ouais. faut pouvoir réagir vite, et je trouve que voilà, s'il y a pas ce qu'il faut, si on peut démarrer une césarienne que, 1/2 heure, 1 heure après, le problème, bah, c'est des fois trop C'est tard, hein. déjà trop tard. D'accord. Donc Alors, on va parler un peu du coup de la spécificité en infertilité. mmh Donc, tu fais des groupes de parole ici au Centre Les Aussi, voilà. Lucioles, Oui. où tu réunis des parents. Alors moi, je suis plutôt le voilà, on va dire, j'essaye de motiver les patientes pour venir à ces groupes de parole. D'accord. Après, c'est pas moi qui anime les groupes, parce que j'en ai pas les compétences. Je travaille avec Déborah Bitton, qui Oui. est sophrologue au sein du centre, qui, elle, anime le groupe, parler des gens. Moi, je suis plus un peu spectatrice. Et puis bon, s'il y a une question médicale, voilà, à cette occasion, bah, j'y réponds volontiers. Voilà. Mais par contre, effectivement, voilà, j'étais un petit peu à l'origine voilà, de ce démarrage des groupes Pourquoi? de, voilà. Parce que, alors, par rapport à l'infertilité, pourquoi? Parce que tu avais beaucoup de demandes? Je sais enfin, le bénéfice que ça peut apporter. En général, les patientes font pas la demande. Et au contraire, il faut insister souvent pour leur dire que ça va leur faire du bien, que ça va assez D'échanger avec apporter. d'autres parents, Voilà, de pouvoir échanger avec d'autres, de effectivement, d'autres raconter leur couples. vécu aussi. C'est ça, ou Mmh. surtout de s'apercevoir que les autres personnes qui sont dans les mêmes situations ont les mêmes ressentis, quel D'accord. que soit le parcours, en fait. C'est pas une histoire de, voilà, on peut être au tout début, comme avec, après des années de, de parcours, pour Oui. que les ressentis, alors que les ressentis sont les mêmes, hein, les Et questions qu'on se au pose. niveau de tes patients aussi, du coup, et Voilà, moi je m'occupe, l'alimentation. voilà, du côté médical, bien sûr. Mmh. Donc effectivement, c'est des consultations, voilà, assez longues au départ, dont Mmh. le but est de, voilà, de faire vraiment, d'avoir une vision d'ensemble du dossier, de rechercher, voilà, toutes les causes. Il faut une partie assez longue enfin longue, pas très longue dans le temps, mais je veux dire Mmh. assez importante pour rechercher toutes les causes, voilà, et pas se contenter des choses évidentes. Voilà. Et ensuite, on démarre une prise en charge. D'accord. Tu finis, régulièrement par les PMA, c'est ça? Alors en fait, il faut faire attention aux termes, parce que je trouve que c'est un peu, en fait, il y a 3 types de prise en charge dans la Mmh. fertilité, on va dire. Il y a ce qu'on appelle les stimulations de l'ovulation, hein, où on OK. va améliorer l'ovulation de la femme. Ensuite, il y a les inséminations. En général, ce sont avec des Mmh. stimulations, mais donc le principe, c'est d'utiliser le sperme en général du conjoint, qui va être préparé en laboratoire et qu'on va remettre dans l'utérus au moment de l'ovulation. Et après, il y a la fécondation in vitro, qui consiste du coup Oui. à récupérer les ovocytes par fonction vaginale, à les mettre en contact avec les spermatozoïdes, à obtenir des embryons et après à transférer un embryon dans l'utérus. Mmh. Et en fait, ce qu'on appelle PMA, donc ça veut dire procréation médicalement assistée, ou Mmh. en français on dit AMP, aide Mmh. médicale à la procréation, si on veut parler anglais ou français. Et donc, ne font partie de la PMA que les inséminations et la fécondation in vitro. OK. Bizarrement, les stimulations, parce qu'en fait, Les stimulations font pas n'en font pas partie de ça, partie, parce qu'en d'accord. fait, on manipule pas ce qu'on appelle des gamètes. Les gamètes, c'est les spermatozoïdes, les Mmh, ovocytes. OK. Donc, quand on fait, que ce soit les inséminations ou les fécondations in vitro, on va manipuler Mmh. les gamètes. Donc, c'est pour ça ça rentre dans le cadre de la PMA. Mais en fait, il y a une bonne partie des patients qui ont des problèmes de fertilité à qui on pose comme traitement simplement des stimulations de l'ovulation. Donc du coup, je pense que tu orientes, je fais des suites, si ça part comme ça en PMA, mais aussi au niveau de l'adoption, non? Est-ce que tu as des liens, des demandes? Bah, après, bon, l'adoption, c'est effectivement vraiment la dernière, Oui, c'est finalité, sûr. hein, voilà, parce qu'après, il y a quand même la possibilité de recourir aux dons, hein, Mmh. d'ovocytes ou aux dons de sperme, ou surtout aux dons Ouais. d'ovocytes, hein. Donc ça, c'est possible en France. Possible en France, avec le petit bémol qu'il y a, des délais qui sont très importants, ce qui fait qu'un bon Mmh. nombre de nos patientes vont sur l'étranger, en fait, les législations étant pas les mêmes, les Mais délais, mais pourquoi autant d'attentes, du coup? tout simplement parce que, ça c'est une histoire un peu politique, c'est-à-dire que en France, les donneuses ne sont pas rémunérées, c'est-à-dire que D'accord. c'est un don, complètement généreux,
Et en fait, faire une fécondation in vitro, c'est quand même pas complètement anodin. Ça Oui. veut dire se faire une dizaine de jours, Mmh. un peu plus de piqûres, ça veut dire une ponction quand même. C'est un acte invasif et donc Mmh. la majorité des patientes qui font ces dons, c'est parce qu'elles se sentent concernées directement, indirectement, voilà, et qu'elles veulent faire ce geste généreux de donner. Mmh. Mais c'est pas voilà et donc comme il y a à la fois pas tellement une diffusion de l'information et il y a pas surtout voilà de dédommagement et même si elles manquent des jours de travail, tout ça, elles sont absolument pas dédommagées. Donc Elles il y a n'ont peu juste de quand même pas personnes. à payer leurs médicaments ni leurs examens, c'est déjà gentil. Mais je veux dire, il y a absolument aucun dédommagement. Donc les patientes, il y en a pas Il y en beaucoup a qui vont peu. le faire. Vous avez des pays qui par contre vont Communiquer accepter, dessus, communiquer d'une accepter, part, et voilà, aider aussi les gens à aider venir, et surtout aussi dédommager. ouais. Hein, voilà. Et donc vous avez par exemple l'Espagne qui fait beaucoup de dons. Mmh. Je veux dire, les donneuses sont un petit peu dédommagées. Et puis il y en a, bon ben voilà, c'est un moyen, comme je dis toujours, pour expliquer aux patientes, je leur dis, bah, les petites étudiantes espagnoles, au lieu d'aller travailler à McDo, elles vont donner leurs oocytes pour payer leurs études. D'accord. Bon, c'est un peu un raccourci, mais l'idée c'est Mmh. ça, c'est-à-dire que vous avez des pays comme ça qui ont vraiment, c'est devenu un peu, on va pas dire dans les Bah, mœurs, après, loin de c'est là, peut-être mais aussi une question culturelle, oui, c'est-à-dire que bah, à ici, la base, je pense que les Espagnols et les Françaises sont pas très différentes. ouais, mais C'est on a plus parce tendance à que, se dire peut-être c'est quand même une partie de moi que je donne, enfin, oui, mais je pense que les mmh, Espagnols raisonnent de la même façon. Simplement, oui, c'est oui, parce que ça fait des années et des années que ça se fait, qu'il y mmh. a beaucoup de C'est cliniques et rentré c'est dans devenu, les voilà, mœurs, c'est en fait. rentré dans les mœurs, en D'accord. tout cas, de savoir que on peut le faire, Mmh. que si on veut, voilà, et puis surtout, bon, bah, même si c'est pas des sommes très importantes qu'on leur donne, c'est des fois, ces petits sous, bah, ça leur permet effectivement de faire des Ouais, choses de faire des et du choses, coup, elles ont, qui peuvent aider les autres qui aussi peuvent aider, derrière, voilà. qui Et donc, du coup, vous avez, bah voilà, il y a Tourisme. Alors, même si en France, le problème de la France, c'est que vous avez un an et demi, voire 2 ans mmh. d'attente. Alors, quels sont pour toi les moments les plus gratifiants dans ton travail? Ah bah, justement, la fertilité, quand on a une grossesse, de voir la joie sur les Oui, visages des parents quand il y a une d'accord. grossesse après des années et qu'on a réussi avec une insémination, une FIV ou quoi, c'est vrai que ça ne fait plus. Est-ce que tu continues à les voir? Enfin, je veux dire, les parents, ils se retrouvent pas tout seuls à un moment donné. Enfin, ils ont fait le suivi avec toi. Ils font après les démarches qu'il faut. Mmh, Parce que là, après, c'est mmh, plus toi, mmh, t'orientes. Ils font tout ce qu'il faut, mmh. que ça soit fécondation in vitro ou autre. Et une fois qu'elle se fait dans cette bulle-là, à ce moment-là, est-ce que toi, t'es encore là? Est-ce Bah, que... c'est le gros problème. C'est pour ça Mmh, que, justement, l'intérêt de travailler chez Sage-Femme mmh, et de faire ce relais comme ça, de continuer à faire. C'est pour ça aussi, par exemple, dans le centre, on a monté le café poussette, un moment d'échange que peuvent partager les mamans toutes les semaines pour mmh, essayer de recréer comme ça. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de patientes qui avaient une surmédicalisation. Elles sont sur oui, ces parcours de PMA, effectivement. Il y a des contrôles plusieurs fois par mois. Il y a des voilà. Ensuite, après, il y a une grossesse qui est en général est normale derrière. Donc déjà, on diminue un petit peu le suivi parce qu'on les voit plus qu'une seule fois par mois. Et puis après, il y avait un grand trou. Effectivement, c'est souvent source de voilà, s'il n'y a pas une préparation, d'où l'intérêt. C'est pour ça que je conseille souvent aux patientes effectivement de faire tout cet accompagnement psychologique avant, les groupes de parole, voir avant les psychologues, les sophrologues pour avoir vraiment un encadrement parce que sinon après, il y a beaucoup de patientes l'accompagnement qui est très font important, en fait. voilà, il y a beaucoup Vraiment, de tout ce qu'il patientes y a qui autour. derrière, voilà, font des baby blues, des dépressions Oui, postpartum parce qu'il y a une espèce de vide effectivement c'est qui se ça, dit après la naissance. c'est ça. Moi, j'ai vécu ça Mmh. beaucoup. Ouais. Mais après, vraiment, j'ai l'impression que ça devient de moins en moins le cas. Que, enfin, Mmh. Alors le ou gros peut-être problème, parce c'est que je suis que vraiment dans le milieu aujourd'hui. ouais, alors la Mais difficulté, c'est que il faut arriver à des fois presque à forcer les gens à se faire aider. ça, c'est pareil. C'est comme on parlait des dents d'ovocytes, c'est que c'est pas dans les mœurs, De en se fait, faire du aider, coup. oui, bah oui, D'avoir été tout, on a oui. toujours été comme ça, Oui, les un gens peu. pensent qu'ils en ont pas besoin, c'est une Mm, espèce de fierté, c'est ils ça. Mais pensent sauf voilà. qu'après, Mmh, mmh, après des années, on se dit, mais mmh, j'ai raté ça dans ma mmh. grossesse, ou Oui, j'ai pas j'aurais été aimé être informée pour ça. mmh. Et on ne Ouais, va bah pas à oui. la recherche d'informations. Oui, c'est Mm, ça. Oui, les gens sont pas donc c'est vrai que j'ai l'impression que des fois, voilà, je le disais pour les groupes de parole, on a l'impression de je vais pas dire, je vais exagérer, mais presque il faut que je supplie les gens mm, pour venir au groupe de parole. d'accord. Bon, beaucoup veulent pas, en se disant: «Bon, c'est pas la peine», tout ça et une fois qu'ils ont participé, Ils sont souvent: ravis. «Ah, ça me fait du bien, je regrette pas, si j'avais su, je serais venue plus tôt». C'est peut-être la honte Je ou sais la pas, voilà, gêne. c'est vrai que et ça, Mm, c'est pareil pour l'accompagnement, pour tout ça. Il mm. faut il faut des fois pas mal d'énergie pour arriver à faire comprendre aux gens que c'est pour leur bien et que ça va leur faire du bien de se faire aider. Et voilà, bon après quand on y arrive et qu'on voit comment ils sont contents, Oui, c'est là, ça c'est fait là du aussi c'est coup, c'est là où gratifiant. c'est gratifiant. Voilà
Mais bon, c'est vrai que c'est pas toujours. Faut de l'énergie psychologique, hein, des fois. Faut pas avoir un coup de mou, quoi. Sinon. Ouais. Du coup, pendant la grossesse ou même après, est-ce que il y a des signes auxquels on doit être attentif en tant que parent euh, pour venir rapidement te voir Bah ou voir? oui, d'une manière générale, quand il y a une grossesse, s'il y a des saignements, s'il y a des douleurs anormales, quand on est plus avancé dans la grossesse, si d'un coup on sent plus le bébé bouger, voilà, tout ça, c'est des D'accord. choses où effectivement il faut consulter. Ok. Et puis, il vaut mieux toujours consulter pour rien voilà. Oui, bien sûr. Donc, tu l'as dit tout à l'heure, tu collaborais avec d'autres professionnels, donc des psychologues, d'autres médecins. Psychologue, sophrologue, voilà, Ouais. moi, je fais aussi beaucoup, alors beaucoup dans le cadre de l'infertilité, mais également aussi pour les grossesses, Mm. de la formation pour le sevrage tabagique, par exemple. Ok. Donc, on travaille aussi avec, on a dans l'équipe, on a une hypnothérapeute qui fait du sevrage tabagique, Mhm. voilà, mais aussi l'acupuncture, voilà, ou d'autres choses comme ça pour essayer d'inciter les patientes, alors que ça soit surtout, voilà, enfin, les deux, pendant la Ouais. période de projet de grossesse ou une fois enceinte. Mhm. Donc, on travaille avec ça. On travaille avec les sages-femmes, voilà. Et puis, donc voilà, toutes les activités qui ont été mises en place dans le centre pour essayer d'accompagner les patientes. Là, c'est une petite question personnelle. Comme tu sais que m'oriente plus, je me spécialise dans l'accompagnement du Mhm. deuil périnatal et Mhm. des femmes enceintes battues. Est-ce que tu as perçu déjà ce genre de patients? Est-ce que tu arrives Bah, le avec deuil des mots? périnatal, oui, ça c'est quelque chose. C'est-à-dire que Ouais. quand il y a, et quand on parle de deuil périnatal, c'est quel que soit le terme, Mm. parce que même des Oui, fausses les couches, fausses couches je veux aussi. dire, ça Oui, a beau oui, être très précoce, c'est quand c'est même ça. toujours Est-ce que traumatisant. du coup, elles s'ouvrent auprès de toi, en général, les patientes? De temps en temps, après, quand on les revoit, on peut Mm. en parler, D'accord. du vécu compliqué même. Ok. Je pense qu'on voit, enfin, des fois, on en parle justement dans les groupes de parole aussi, de la fertilité, Mhm. des patientes qui, dans leur parcours, font aussi une fausse couche. On D'accord. voit le traumatisme, L'impact donc que ça peut, l'impact. ben Voilà. oui, Et complètement. bien sûr, quand voilà, il y a des pertes de grossesse qui sont plus Mm. tardives, Et au niveau de de la maltraitance, t'arrives à le percevoir aussi, certaines mamans? ça, c'est un petit peu plus C'est plus compliqué. compliqué, hein. Ça, c'est plus compliqué. Alors, Mm. peut-être qu'on n'est pas assez formé pour les repérer. Je pense que les sages-femmes veulent peut-être justement ce fameux entretien prénatal précoce. C'est ça. Il faut leur donner des ressources, des choses comme ça, enfin Voilà. qu'elles aient l'information qu'elles peuvent consulter. Ouais. Mais Mais là, elles voilà, il viennent, mais faut. quand elles Ouais. viennent, c'est que vraiment Ben là, oui, en général, voilà. c'est ouais, quasi très grave, en Ouais. fait. Très Ben oui, grave, alors qu'on peut le prendre avant le problème et puis aller rassurer et trouver des alternatives, bien quoi. sûr. Ouais. Mm. Parce que là, ça part en procès et c'est très compliqué Oui, là, c'est après. vraiment les cas compliqués, Ouais. je veux dire. Voilà. Mais je pense qu'il y a des cas effectivement où c'est simplement Mm. des choses plus simples, mais qui, voilà, où les patients pourraient avoir des conseils. Il faut peut-être leur donner plus de contacts, ou enfin, Oui. voilà. Au niveau des tarifs, donc des consultations, est-ce que bah, c'est national? Est-ce que c'est toi, enfin, en tant que En fait, libéral, ça, c'est qui détermine tes tarifs? quand vous avez, ça, c'est les suivis enfin, je veux dire, les consultations. Ça, c'est le Ça, principe des oui. consultations médicales. Mm. C'est-à-dire que vous avez, il y a les médecins qui sont secteur 1, qui Mhm. appliquent le tarif Sécu de Mhm. la sécurité sociale. Et après, vous avez les médecins secteur 2, donc c'est les médecins qui ont fait des études supplémentaires sur l'hôpital, en Mhm. particulier comme ce que j'ai fait, Mhm. des années de chef de clinique, assistant des hôpitaux, et donc qui sont secteur 2, c'est-à-dire qu'ils D'accord. prennent un dépassement d'honoraires avec tact D'accord. et modération, comme disent. Voilà. Et après, c'est au choix des médecins. De plus en plus, on fait le tiers payant aux patients de ne payer que la part mutuelle. Et à partir et pour la grossesse, en fait, il y a une première visite au cours des 3 premiers mois, et après une visite par mois qui est remboursée par la Sécu à 100%. Mhm. Voilà. Après, il y a le dépassement d'honoraires éventuellement, mais donc on peut faire le tiers payant sur la totalité voilà. Mais une femme enceinte qui veut te voir toutes les semaines, elle peut quand même. Oui, la porte est ouverte. On essaye quand même de lui faire comprendre que c'est pas nécessaire. Après, voilà, il y a des fois en début de grossesse, ça m'est arrivé voilà, de voir, alors en général, justement, on Mm. fait juste passer pour montrer un petit coup des coups leur bébé. Ouais, ouais. Voilà, ce sont souvent des patientes qui ont eu des vécus justement de fausses couches à Mm. répétition, des choses comme ça, qui ont un début de grossesse qui est Qui ont peur. assez stressant. En général, après, quand elles commencent à sentir le bébé bouger, ça va mieux. D'accord. Oui, j'avais la question Mhm. que j'ai eu ce matin de la maman dont je te parlais, qui a une peur bleue de l'accouchement, qui est enceinte de 7 mois. Donc, du coup, je lui ai dit, ça tombe bien, je vais poser la question. Mais comment tu arrives à rassurer ces patientes-là? Bah, je pense que, alors moi, Qui souvent, part déjà stressée, quoi, en ouais, fait. Elle bah, s'est fait toute une souvent, image. oui, oui, bah déjà, ça va être, bon, bah, nous, on peut leur expliquer des choses. Après, ça va être effectivement par les cours de préparation.
Parce que Mmh. quand les sages-femmes font les cours de préparation, même par exemple, elles ont des mannequins avec Mmh. des bassins, des choses comme ça, des bébés, des poupées, voilà. Et le fait de comprendre la mécanique, Ouais, ça voilà, rassure ça déjà, rassure, ouais. hein, voilà, parce qu'en fait, ce qui fait peur, c'est Mmh. l'inconscient. Et après, quand c'est au point comme ça, où simplement les explications, c'est-à-dire médicales pures sont pas suffisantes, là, c'est le travail des psychologues. Parce qu'en D'accord. général, quand il y a, moi j'en ai déjà eu des patientes qui avaient comme ça, Ah il y a ouais. des années, voilà, une peur panique de l'accouchement, bah, c'est comme une phobie en fait, Mmh. hein, au bout d'un Non, mais en moment. plus, ça, elle est pas arrangée, quoi, parce que je crois que c'est l'anesthésiste et qui lui a bien tapé le poing sur la table en disant, vous avez pris trop de poids. Donc, là, du coup, elle s'est fait encore plus peur. Mmh. C'est toujours le problème de ce que, justement, du poids des mots, comme on dit, Oui, hein, il faut faire mais un peu oui, oui, attention. vraiment. Non, mais en tout cas, au niveau de la maternité, j'entends des Ouais. choses, des fois, c'est pas évident, quoi. Bon, après, c'est dans tous les métiers, hein, je suppose, Oui, hein. bah oui, vous Là, avez je suis dedans, donc des du coup, bons plombiers ou voilà, c'est ça, des mauvais c'est ça. plombiers, des bons médecins, des Ouais, mauvais ouais, non, médecins. mais complètement. Voilà. Il faut Et, faire attention effectivement à ce qu'on dit, mmh, parce que ça peut avoir des répercussions psychologiques. Et c'est des fois assez compliqué d'expliquer les choses, parce que pour nous, des fois, on sait que c'est pas grave, mmh, mais la façon dont on transmet l'information, elle est importante. Mais voilà, quand on est dans des peurs paniques, souvent ça rejoint en fait les phobies. ouais, Voilà, comme la phobie, faire mmh, des araignées ou de l'eau, ce que vous voulez. Donc là, c'est vraiment du ressort des psychologues. Un mmh, psychologue, oui, qui connaît un peu le ouais, processus de l'accouchement, mais après, d'accord. c'est aussi comprendre d'où vient cette peur, Mmh, parce que c'est pas complètement normal. C'est voilà, c'est une mmh, phobie. Donc c'est pour ça que déjà, justement, comprendre toute la physiologie, comprendre voilà comment mmh, se déroule une césarienne, comment se déroule un accouchement, qu'est-ce qui peut faire qu'à un moment on décide de faire une césarienne, mmh, voilà. Donc déjà l'information, c'est déjà ça élimine au moins les trois ouais, quarts de la peur. ouais, ouais, Voilà. Donc si c'est vraiment lié à voilà une mauvaise information, ben voilà, donc ça va aller d'accord. mieux avec tout ça. S'il y a derrière, voilà, une peur plus plus profonde liée, par exemple, ce qu'on a pu lui Ouais, raconter quand elle ouais, était petite, oui. à À voilà, des son fois vécu, son ouais. vécu. Donc Mmh, là, ça peut être du ressort effectivement des d'accord, psychologues. Hein. d'accord. Voilà. Et puis au bout d'un moment, il y a des fois des choses où on n'a pas de solution et donc ça va être par exemple une césarienne programmée, Mmh, calmement. Voilà, voilà, et il y a un moment, je veux dire quand on a tout fait et qu'on n'arrive pas à solutionner le problème, bon bah, oui, d'autres solutions que de proposer une césarienne préventive. OK. Merci. OK. Est-ce que, donc on est sur la conclusion, est-ce que tu as un message que tu voudrais bien transmettre aux futurs parents? Faites-nous plein de Message beaux bébés, faites des bébés jeunes, comme ça. Ah, pourquoi? Pour quelle raison? Parce que plus tu vieillis, plus c'est Plus c'est compliqué. compliqué. Ouais. Mais là, on a tendance maintenant à faire des bébés plus tard Et ça, c'est aujourd'hui. pas bien. D'accord. Ce qui fait qu'on restreint aussi le nombre d'enfants, puisque Le c'est nombre que... d'enfants. Mm. Après, aussi, voilà, la possibilité les galères qui vont avec. Ça, c'est compliqué aussi. Ouais, oui, oui, c'est vrai. Ouais. C'est pas faux. Mm. Mais bon, après, c'est aussi la société qui fait ça, Ouais, parce que ouais, ben, mais il faut lutter on contre. fait Il faut des lutter études contre. peut-être plus Parce que pour longues. l'instant, on n'a pas de solution. On commence à proposer la congélation des ovocytes, mais c'est pas Ah, forcément. Voilà. d'accord. Parce que vraiment, à quel âge tu te rends compte qu'il y a, commence à avoir vraiment des difficultés aujourd'hui? Ben, en fait, la fertilité, elle est maximum entre 20 et 30 ans. Mm. Elle commence à baisser doucement à partir de 30 ans et elle s'accélère franchement à partir de 35 ans. Ah bon, à ce Voilà. point? Et oui, il y avait une grande étude qui avait montré la probabilité statistique de tomber enceinte chaque mois. Et Ouais. entre 20 et 30 ans, on est à peu près à 25%. On passe à 12% à 35 ans et à 6% à 40 ans. Donc ça, c'est hors pathologie. Oui. Voilà. Waouh. Donc c'est Ah ouais, pour on ça se rend que pas compte, hein? voilà, bah oui, on pense les femmes sont en bonne santé à 40 ans et Oui, voilà. oui, oui. Et donc c'est vraiment la première Donc, charnière, bien c'est avant, pour eh certaines, oui, rien à voir avec la ah bah ça n'a rien ménopause, à voir, l'approche, bien sûr, voilà. ouais. Il faut toujours penser la fertilité en probabilité. Mm. C'est-à-dire que voilà, on peut encore avoir des enfants. Des fois, il y a des grossesses à 45, 47 ans, 48 ans, voilà. Mais il y a un risque, enfin une Ouais, chance une sur, chance ça sur, dépend comment on se place, ouais, sur 1000 après, quoi. Voilà. d'accord. Ah ouais, bah c'est bon à savoir et Mhm. on communique pas assez dessus, je C'est ça, trouve. ouais. D'accord. Merci Véro. Et faites-vous accompagner. Voilà, ça c'est D'accord. important. Voilà, faut pas rester seul, Mhm. parce que ça c'est le problème de nos sociétés modernes par rapport, voilà. Avant, il y avait les grands-mères, les tantes, enfin tout le monde vivait, Oui, voilà, oui, oui. les femmes Dans étaient certaines cultures, dans hein, ça certaines existe encore, cultures, hein, en voilà, bah oui, Afrique, ça existe beaucoup. encore, hein, Mm. donc les femmes étaient très entourées. Maintenant, voilà, Ouais, c'est c'est, alors
On a C'est beau compliqué. faire en sorte que le papa soit plus présent dans tout ça, mais enfin, si le papa c'est le premier, c'est la même chose, hein, Bien c'est deux sûr, personnes bien sûr. qui débutent, voilà. Bah oui. Donc il faut se faire aider, voilà, il y a les accompagnements classiques qui sont quand même été développés, effectivement, les cours de préparation et tout ça. Et voilà, il y a des structures voilà, à côté C'est ça. qui se développent et ça, je pense que ça répond à une demande et c'est très bien, il faut que ça continue. Quel message tu voudrais aussi partager aux futurs gynécologues obstétriciens? Bah, je vais dire que, bon, à mon sens, faut être passionné pour faire ça. Et puis, faut prendre du temps pour écouter les gens. D'accord. Merci Véronique. De rien. Merci beaucoup. Le podcast Cocoon Doré, c'est l'écoute d'un nouveau professionnel en parentalité le premier dimanche du mois. N'hésitez pas à vous abonner et nous mettre les 5 petites étoiles si vous souhaitez soutenir ce podcast. Merci à tous et à bientôt pour une prochaine écoute.